Il faut noter une rupture de dialogue au niveau de certaines mairies, parce que qui dit fêtière, qui dit syndicat, nous sommes d'abord des partenaires. Et dans un passé récent, il y avait une manière de travail qui s'observe aussi bien sur les gares routières, et le partenariat avec les mairies aussi aujourd'hui a pris un coup. Quand je prends le cas des gares routières aujourd'hui, on a comme l'impression que l'autorité du syndicat que nous sommes est affaiblie par certaines réformes où les nôtres, je veux parler des conducteurs, nos mandants, ne respectent plus l'autorité syndicale sur le terrain. Or, ça peut engendrer beaucoup d'autres problèmes. Je donne un exemple très simple. En tant qu'autorité syndicale sur le terrain, par exemple sur une gare routière, quand je prends un chauffeur, un conducteur qui vient sur la gare en état d'ébriété, ce n'est pas évident qu'on le laisse prendre le volant. Et avec ce qui s'observe aujourd'hui sur le terrain où on dit qu'il n'y a plus de syndicats, les syndicats n'ont plus le droit de citer sur les gares routières et autres, ça a fait que nos conducteurs ont tendance à tenir tête à ces responsables sur ces gares routières. Et vous allez constater qu'il y a une recrudescence des accidents sur nos différents corridors. Le dernier en date, c'est ce qui s'est passé au niveau de Gambie-Loco avec nos frères Topa, où suite à un excès de vitesse, le véhicule est allé faire tonneau. On a enregistré des cas de blessures et des décès. En temps, au niveau de ces mairies, il y a ce qu'on appelle le comité communal de gestion des gares routières, qui est un creuset où pratiquement toutes les entités siégeaient, jusqu'à la police. Et c'est là où on débattait des petits problèmes, on trouvait les solutions avant qu'on aille sur le terrain. Aujourd'hui, on est là, on ne sait plus comment est-ce que ça se passe. Tous ces comités ont été mis en veilleuse au niveau de ces mairies. Donc il n'y a plus de dialogue. Des demandes d'audience ont été introduites depuis des mois, pour ne pas dire des années, qui sont restées sans suite. Le site couvre environ 56 hectares à Koussin et près de 52 hectares à Lélé. Ce site est caractérisé par des cours d'eau permanents qui fonctionnent de façon gravitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'énergie pour pouvoir produire. C'est à travers ça que le pôle 1, qui est le pôle qui a le lead de la production rizicole, nous a accompagnés à travers le réaménagement de ces sites. Et ça permet d'avoir de l'eau en permanence et de façon répartie. D'ici 2 ans, nous allons passer au niveau seulement de ces grands aménagements, plus de 100 000 tonnes de riz paddy par an. En dehors de moissonneuses, on a reçu des batteuses. Avant, c'est avec la main, avec tonneau que nous battons. Et on a des motopompes que le gouvernement nous a apportées. Et tout ce que nous avons besoin, ils sont en train de nous fournir ça. Il y a des moissonneuses que le gouvernement nous a apportées. Ça a amélioré notre position parce qu'avant, c'est avec Fossi que nous coupons le riz. Avant, là, c'est difficile. Mais maintenant, là, c'est bon. On a trilleuses, on a des cortiquaises. Là, on est content beaucoup même. Avec l'entretien et les aides et les formations que la TDA nous donne aujourd'hui, au lieu de 5 à 6 tonnes à l'hectare, nous allons jusqu'à 8 à 10 tonnes à l'hectare. Quand nous prenions le programme, nous étions à 363 000 tonnes de riz sur le plan national et comme objectif en 2021 d'aller à 500 000 tonnes. Aujourd'hui, en 2022, la campagne passée, nous étions à 532 000 tonnes. Et l'ambition a été revue par le gouvernement et on nous demande d'aller à 1 million de tonnes d'ici 2025. Alors le message de foi, c'est la confiance comme Marie dans le Seigneur, se disposer entièrement à notre Dieu et c'est sa volonté. Marie a dit fiat, que tout se passe pour moi selon ta parole et nous aussi notre vie doit être une vie où on est disposé à accueillir entièrement la grâce du Seigneur et quand on est disposé à le faire, eh bien on est couronné de grâce et d'honneur de la part de Dieu. Donc, en contemplant Marie dans la gloire de Dieu, eh bien, nous contemplons tout ce que le Seigneur peut nous faire lorsque nous faisons confiance. Notre gloire, nous n'allons pas la tirer de nos parents, nous n'allons pas la tirer des hommes, nous n'allons pas la tirer de nos succès professionnels,
n'allons pas l'attirer de tout ce qui est une réalité matérielle. Notre gloire, c'est celui qui, de toute éternité, nous prédestine à être un jour dans sa maison, dans sa patrie éternelle. Et je pense que c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'un jour, nous tous, nous puissions, comme Marie, entrer dans la gloire éternelle du Père. Alors, en tant que chrétiens, regardons Marie et imitons Marie. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est celle qui est demeurée humble et qui s'est laissée entièrement disposée par Dieu. Donc, que nous aussi, notre vie ne soit pas une vie de résistance face à la grâce du Seigneur, mais que nous puissions nous laisser entièrement guider par la sainte volonté de Dieu. Parfois, cette volonté est en contradiction avec nos ambitions, nos passions, mais il faut rester comme Marie, toujours fidèle. Et quand on est fidèle et qu'on a confiance dans le Seigneur, eh bien, on peut tout et on obtient tout. Alors, je voudrais dire simplement que lorsqu'on écoute un peu les textes de ce jour, on remarque simplement que Marie est partie visiter sa cousine Élisabeth. Vous voyez combien de temps Élisabeth a attendu. Élisabeth a longtemps attendu concevoir. Et voilà que le Seigneur l'a comblée. Comme le Seigneur aussi comble Marie, alors que Marie était avec son fiancé Joseph. C'est pour vous dire que dans cette vie-là, quel que soit le temps d'attente, laissez le Seigneur nous combler. Et quand le Seigneur nous comble, eh bien, on demeure dans une joie éternelle. Et c'est ça. Alors, et les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, et les gens qui sont dans l'attente, les gens qui sont peut-être désespérés, cette fête nous rappelle que la fin, seul Dieu nous la donne. La gloire, seul Dieu nous la donne. Ayons confiance pour que, comme on le chante habituellement dans une chanson de notre pays en fond, c'est ça. Et quand on vit dans cette espérance comme Marie, humilité, courage, persévérance, espérance. Espérance. Et quand on est confiant, les yeux fixés sur le Christ, jamais on ne sera déçu. Voilà ce que nous dit la fête de l'Assomption. C'est 15 août aujourd'hui, fête de l'Assomption, fête de l'Assomption de la Vierge au ciel. Et nous à Savalou, je suis natif de Savalou, je suis Bagidi. C'est une journée exceptionnelle pour nous. C'est une journée où les filles et fils de Savalou se réunissent. En tant que Béninois, c'est la fête, disons, simplement, c'est une fête endogène. C'est une tradition qui se fête pratiquement tous les 15 août. C'est la raison pour laquelle je suis venu me joindre avec les amis pour rester en convivialité et faire cette fête. L'igname est un tubercule très particulier pour toute la zone colline et particulièrement à Savalou. Je crois, je ne sais pas si on est les premiers producteurs de tubercules dans le Bénin, mais on ne doit pas être loin. En tout cas, nous l'aimons beaucoup, nous le mangeons du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc c'est un tubercule indispensable pour nous, l'aimons spécial. Chaque région du Bénin a son patrimoine culinaire. Chez nous, c'est l'igname qui domine, et dans Savaloise, naturellement. Je ne suis pas un fin connaisseur, mais je sais qu'avec l'igname, on peut faire de l'igname pilé et le manger avec plusieurs sauces. On peut faire également des cossettes d'igname. On peut faire également de la farine d'igname. Voilà quelques éléments, je dirais, quelques recettes qu'on peut avoir à base d'igname. Souvent les gens pensent que quand on dit igname pilé, c'est que igname. Quand on dit igname,
c'est que Yampile, Wasawasa, Telibor, Ragou. Non, on a une panoplie de recettes. Et on a une 50aine de recettes à base d'igname. Couper seulement du manioc et manger, on peut couper de la patate douce et manger, de la pomme de terre manger, mais lorsqu'il s'agit de l'igname, on la tue. C'est un tubercule qu'il faut tuer. Donc c'est un être vivant et vous allez voir dedans un gluant, c'est son sang. Et on tue d'abord ça pour les déités. Donc au-delà même du côté ration alimentaire, c'est d'abord comment on veut immoler un animal à une déité, et lorsqu'on immole l'animal à la déité, on mange le reste de la chair. L'igname est un ensemble de déités parce que je viens de démontrer que l'igname passe dans les 256 sphères du Fa. Or, chaque sphère du Fa est déjà une déité. Et donc, l'igname en son sein est une déité complète en son sein et qui regroupe un ensemble de lois et de principes. Et lorsque on la traite comme il le faut, je vous l'assure, c'est une manière de retrouver la santé, de retrouver la longévité et d'avoir toutes ces grâces derrière soi. Et c'est d'abord pour ça que le fond l'appelle Tevi, ce qui est debout. Et jamais vous n'allez déterrer l'igname et voir ce tubercule couché dans la terre. C'est toujours debout. Le symbolisme, c'est que quand vous respectez les différents rituels, non seulement rien ne va vous mettre sur le lit, donc la maladie ne va pas vous s'imposer à vous, un accident ne va pas s'imposer à vous pour que vous puissiez tout le temps être couché, et vos biens seront aussi debout derrière vous, et c'est pour ça qu'on dit Tevi Kuntono Tevi Tewende. Et donc c'est pour dire je serai en forme et tout ce qui m'appartient vont courir derrière moi. C'est beaucoup plus puissant que parler seulement d'une déité lorsqu'il s'agit de l'igname. Je dirais tout simplement aux Africains que nous sommes que les petites choses détruisent mieux que les grandes choses. Nous n'avons pas souvent conscience de cela. Quand un lion sort, tout le monde va se mettre à courir parce qu'on a vu le danger. Mais lorsqu'un moustique circule librement, on ne sait pas qui peut faire mal. Parce que petit à petit, goutte à goutte, le vin de palme remplit la goutte. Ce n'est pas le jour où vous avez de problème que le problème est venu. Le problème venait un peu. Et quand on fait ces cérémonies, on renvoie ce qui était amassé dans nos corps, les énergies négatives, les énergies contraires à la paix, contraires à la longévité, contraires à la bonne santé. On les nettoie et on devient une personne nouvelle, pleine de vigueur, et là vous profitez de la vie. Mais la plupart du temps nous ne profitons pas de la vie parce que nous aimons être appelés des brebis, alors que même le Christ dans sa famille, tout ce qui se fait comme cérémonie, on lui a fait ça, on lui a coupé le zizi, on lui a fait des cérémonies de sortie, on lui a fait tout. Et donc je ne sais pas pourquoi nous n'allons pas respecter la connaissance, l'originalité même de la connaissance, puisque l'Afrique est 3 fois mère de la science, mère de la religion et mère de la technologie. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas considérer la connaissance africaine comme étant la source de toutes les connaissances. Les procureurs nigérians ont déposé mardi un acte d'accusation de 20 chefs d'accusation contre le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, suspendu de ses fonctions et détenu. La suspension de Godwin Emefiele avait été décidée dans le cadre d'une enquête en cours sur ses services et sur les réformes prévues dans le secteur financier. En poste depuis près d'une décennie, Emefiele était sous le feu des critiques en raison notamment du remplacement depuis janvier d'anciens billets de banque par de nouveaux. Cette politique du précédent président, Mohamedou Buhari, a entraîné une forte pénurie de liquidités dans un pays où de nombreuses personnes travaillent dans le secteur informel de l'économie et dépendent des paiements en espèces. Outre la détention illégale d'armes à feu, Godwin Emefiele fait aussi l'objet d'accusations de financement du terrorisme, de délits économiques, d'abus de confiance et de détournement de fonds, passibles de lourdes peines d'emprisonnement. Entré en fonction le 29 mai, le président Bola Tinubu prévoit des réformes ambitieuses pour sortir la plus grande économie d'Afrique de ses difficultés financières. L'ambassadeur du Niger à Abidjan a été rappelé par le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey après des propos du président ivoirien Alassane Ouattara en référence à une possible intervention armée des voisins ouest-africains du Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel.
Le régime militaire dénonce l'empressement de Ouattara à voir se réaliser cette agression qu'ils décrivent comme illégale et insensée. Loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. À l'issue du dernier sommet de la CEDEAO, le président Ouattara avait déclaré qu'une opération militaire aurait lieu dans les plus brefs délais pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum. Il avait annoncé que la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon de près d'1 millier d'hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin. L'importance de régler la situation au Niger uniquement par des moyens pacifiques. Voilà ce qu'ont plaidé Vladimir Poutine et Assimi Goïta au cours d'un entretien téléphonique. D'après le Kremlin, c'est le président malien qui a pris l'initiative de cet appel. Son pays, voisin du Niger, a très rapidement affiché son soutien aux militaires à l'origine du coup d'État du 26 juillet. Depuis sa prise de pouvoir en 2020, Assimi Goïta entretient de bons rapports avec Vladimir Poutine. Les deux hommes auraient, selon le dirigeant malien, une convergence de vues sur de nombreux sujets. Le président russe s'est notamment exprimé sur la situation au Sahel il y a quelques jours. Dans un message vidéo, il a accusé les États-Unis et leurs alliés d'avoir entraîné la destruction de l'État libyen avec leur intervention militaire en 2011. Ce qui, selon Vladimir Poutine, a ensuite exposé les pays du Sahel à de nombreux groupes terroristes. Cet entretien téléphonique intervient alors qu'une réunion militaire de la CEDEAO doit se tenir à partir de jeudi sur une possible intervention armée au Niger. Une intervention militaire à haut risque, vivement critiquée sur le continent et qui divise les pays membres de la CEDEAO. Au Soudan, la situation des hôpitaux est désastreuse. Le système de santé est à l'agonie depuis le début du conflit en avril dernier. Pourtant, chaque jour, des civils affluent, comme ici, dans un centre de Port-Soudan, où les patients souffrant d'insuffisance rénale subissent une dialyse, tandis que d'autres attendent des traitements. Sur 37 machines de dialyse, nous exploitons 25, car il y a beaucoup de demandes et chaque jour, une machine tombe en panne. Donc, s'il n'y a pas de solution rapide et pas d'équipement ou de machines médicales, le centre devra fermer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% des hôpitaux soudanais sont hors service en raison de la poursuite des combats entre l'armée et les forces de soutien rapide. L'hôpital de traumatologie est actuellement hors service et l'hôpital pour enfants fonctionne à 50%. Son administration a dû licencier une partie de son personnel médical. L'hôpital pour enfants n'accepte que les cas critiques, alors que l'hôpital de traumatologie est totalement fermé. Depuis le début de la guerre, au moins 17 hôpitaux ont été bombardés et 21 ont été évacués de force, tandis que 11 ambulances ont été attaquées. « 40 opposants ont été arrêtés mardi au Zimbabwe à une semaine des élections présidentielles et législatives, a annoncé la police. Les arrestations ont eu lieu lors d'un défilé de campagne dans une banlieue de la capitale Harare. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, certains opposants se tenaient debout à l'arrière de camionnettes alors que d'autres défilaient dans le cortège. Les forces de l'ordre ont confirmé dans un communiqué l'arrestation de 40 militants de la coalition des citoyens pour le changement pour infraction à l'ordre public. Les opposants n'auraient pas respecté le périmètre déclaré par les autorités, précise la note. Le pays d'Afrique australe tient ses élections générales le 23 août prochain et depuis des mois, le président Emmerson Mnangagwa, candidat à sa réélection, est accusé par l'opposition de mener une répression croissante. Dans un récent rapport, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé un processus électoral gravement biaisé, accusant la police de recourir à la violence contre l'opposition.
Des centaines de migrants sont arrivés sur la petite île italienne de Lampedusa en quelques heures mardi. La plupart d'entre eux sont originaires de Sfax en Tunisie, selon l'agence de presse italienne ANSA. Nombre de ces migrants ont été secourus par les gardes-côtes italiens, tandis que d'autres ont reçu l'assistance d'organisations non gouvernementales. Sfax est depuis le début de l'année l'épicentre des tentatives de traversée clandestine de la Méditerranée au départ des côtes tunisiennes, situées au point le plus proche, à moins de 130 km de Lampedusa. Selon les dernières données officielles, le nombre de migrants qui ont débarqué sur les côtes italiennes au cours des 7 premiers mois de l'année 2023 a augmenté de 115% par rapport à la même période l'année dernière, la Tunisie remplaçant la Libye comme principal pays de départ vers l'Italie. Le gouvernement italien, dirigé par Giorgia Meloni, augmentera les expulsions de migrants à partir de septembre prochain, a annoncé le ministère de l'Intérieur mardi. Alors que les leaders africains rencontrent le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg pour la deuxième édition du sommet Russie-Afrique le 27 juillet, les pressions croissantes exercées par les diplomates américains et européens pour qu'ils s'opposent à la guerre en Ukraine suscitent l'inquiétude. Une guerre qui a été déclenchée selon les experts par la volonté d'expansion de l'OTAN à l'Est. L'organisation refute fermement cette idée. L'OTAN ne fournit pas d'armes directement à l'Ukraine. L'Alliance Atlantique ne forme pas les soldats ukrainiens. Nous laissons cette tâche aux pays souverains. C'est une décision souveraine qu'ils doivent prendre et nous voulons nous assurer que nos amis africains comprennent ce qui est en jeu en Ukraine, qu'ils comprennent ce que l'OTAN fait et ne fait pas. Je tiens vraiment à réitérer que l'OTAN apporte un soutien non létal important à nos amis ukrainiens. Seulement 17 chefs d'État seront aux abonnés présents au sommet de jeudi. Le Kremlin dénote une grossière pression occidentale visant à décourager les nations africaines d'y participer. L'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, Julian Smith, considère cette absence notoire des leaders africains comme un message limpide de soutien. Certains dirigeants africains se sentent désormais obligés de ne pas se rendre sur place pour manifester leur inquiétude face à l'agression non provoquée de la Russie en Ukraine. La Russie a récemment mis fin à l'accord céréalier de la mer Noire, dont beaucoup pensent qu'il aura un impact négatif sur certaines nations africaines. Alors que la Russie se retire de la très importante initiative sur les céréales de la mer Noire, les dirigeants africains ne craignent-ils pas que cette action de la Russie ait un impact sur la sécurité alimentaire de leur propre pays? Si c'est le cas, si ces dirigeants ressentent l'impact de la guerre, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire, ils pourraient en effet se sentir obligés d'aller voir les Russes et de les exhorter, premièrement, à remettre le Green Deal en service et deuxièmement, de mettre fin à la guerre dès que possible. Get the Green Deal back online, and number two, end the war as soon as possible. Bien que la présence de l'OTAN en Afrique semble assez subtile, son travail sur le continent peut être observé à travers la coopération pragmatique de l'Alliance avec l'Union africaine. Depuis 2005, l'OTAN aide l'UA dans divers domaines tels que le soutien opérationnel. Une plaie ouverte dans notre humanité. C'est ainsi que le pape a qualifié les décès de migrants en Méditerranée. S'adressant aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre au Vatican pour la prière hebdomadaire de l'Angélus, le souverain pontife a dit prier pour les personnes disparues en mer après une série de naufrages meurtriers. Aujourd'hui, nous nous confions à la Sainte Marie et nous lui adressons nos prières pour la paix. En Ukraine, dans tous les endroits déchirés par la guerre, qui sont malheureusement nombreux. Le bruit des armes couvre les tentatives de dialogue. Le droit d'utiliser la force prévaut sur les droits de l'homme. Mais nous ne nous découragerons pas. Nous continuerons à espérer et à prier, car c'est Dieu qui régit le cours de notre histoire et qui nous écoute. Aujourd'hui, jour de la Vierge, je salue les jeunes de l'Immacolata. Cette semaine, le pape avait déjà mis en garde contre le risque de devenir indifférent au décès. Selon l'ONU, depuis le début de l'année, plus de 2000 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée.